Bonjour, bienvenue à cette troisième leçon du cours de physique 2. L'objectif, le contenu de cette leçon portera sur les méthodes d'analyse des circuits électriques. L'objectif de cette leçon sera principalement de connaître les méthodes et théorèmes fondamentaux qui nous permettront d'analyser de manière efficace les circuits électriques qui pourront être très complexes, dans le but de déterminer les courants et tensions dans un réseau comportant un nombre important de dipôles et pouvant être éventuellement, comme je le disais précédemment, très complexe. Le plan de la leçon sera le suivant. Tout d'abord, nous présenterons la méthode des mailles et des nœuds, qui est directement issue des lois de Kirchhoff. Nous présenterons deux types de circuits très utiles, que sont les circuits diviseurs de tension et diviseurs de courant. Enfin, nous présenterons les théorèmes fondamentaux utiles à l'analyse des circuits, à partir desquels sont construites les méthodes d'analyse. Tout d'abord, commençons par la méthode des mailles et des nœuds. Ces méthodes, la méthode des mailles et des nœuds, sont une application directe des lois de Kirchhoff. Et une première étape de l'application de ces méthodes est la détermination du nombre d'inconnus qu'il faudra prendre en compte dans un circuit pour le caractériser de manière totale, sans en avoir trop ni pas assez. Il est très important que le nombre d'inconnus que l'on utilisera pour la résolution du système d'équations que nous allons mettre en place soit le bon. Ce nombre d'inconnus dépend du nombre de branches et de nœuds du circuit ou du réseau que nous avons étudié. En effet, pour un circuit à n nœuds, nous pourrons établir n-1 équations indépendantes. C'est-à-dire que nous aurons n-1 inconnues indépendantes. Ces inconnues peuvent être des courants, des tensions. Généralement, nous les prendrons de même nature, soit n-1 courant, soit n-1 tension. À partir de ces tensions des nœuds, de ces n-1 équations des nœuds indépendantes, nous pourrons appliquer la méthode des nœuds qui, en ces n-1 nœuds, nous appliquerons la loi de Kirchhoff qui stipule que la somme des courants arrivant en ce nœud est nulle. De la même façon, un circuit qui comportera B branches, donc et n nœuds, aura B-n plus 1 équation des mailles indépendante, et l'écriture des mailles indépendantes consistera à écrire que la somme des tensions pour chaque maille est égale à 0. Ici encore, c'est une deuxième loi de Kirchhoff qui sera appliquée. Nous allons tout de suite passer à des exemples d'utilisation de cette méthode des mailles et des nœuds en analysant le pont de Wheatstone, qui est un montage très connu et qui est très utilisé pour la mesure de résistance de manière très précise. Alors, ce pont de Wheatstone est constitué de 4 résistances R1, R2, R3 et R4 de valeurs connues, et généralement, on cherche à équilibrer ce pont, c'est-à-dire à définir un courant ID qui est égal à 0 en ajustant correctement la résistance RD. Donc l'objectif ici de notre étude, ça sera de déterminer la valeur du courant ID circulant dans cette résistance RD. Ce pont est alimenté par un générateur de tension idéal de force électromotrice petit e. Considérant cet objectif, nous devons d'abord déterminer le nombre d'inconnus. Première étape de la mise en équation. Donc nous pouvons constater sur ce circuit que nous avons 4 nœuds, les nœuds A, B, C et D,
nous aurons donc n-1 équation indépendante, à savoir 3 équations indépendantes. Nous devrons donc choisir trois inconnues différentes pour la mise en équation de ce circuit. Nous prendrons comme inconnus les 3 courants ID, qui est celui qu'on désire obtenir finalement après notre étude, et les courants I1 et I4. Nous avons choisi ces inconnus de manière arbitraire, nous aurions pu prendre n'importe quel autre inconnu, le résultat final sera le même. Les inconnus choisis peuvent être n'importe lesquels, du moment que leur nombre est égal à n-1, où n est le nombre de nœuds du montage. Par exemple, ici, un courant qui n'a pas été pris comme inconnu I2, par la loi des nœuds, où nous savons ici qu'au nœud B, la somme des courants est nulle, et bien directement ce courant sera directement obtenu par la loi des nœuds au nœud B, par la différence entre le courant I1 et le courant ID. Les équations d'émail. Donc nous allons résoudre ce circuit, résoudre les équations de ce circuit par la méthode des équations d'émail. Considérons tout d'abord une première maille constituée par le chemin suivant. Nous partons du nœud A, nous passons par le nœud B, C, puis nous passons par le générateur de tension petit e et nous revenons au nœud A. Ceci constitue bien une maille puisque c'est un circuit fermé qui ne passe qu'une seule fois par les nœuds considérés. Sur cette maille, nous définissons arbitrairement des tensions aux bornes des dipôles considérés, ici le dipôle R1 et le dipôle R2, et nous pouvons écrire très facilement la loi d'émail, qui consiste donc ici à partir du point A et revenir au point A, et nous aurons bien la tension UAB dans le sens négatif, moins la tension UBC, puisqu'elle est prise dans le sens négatif, plus la tension E, qui est égale à 0. Ceci constitue notre maille. Donc pour obtenir l'équation qui est là. Si nous remplaçons ces tensions, si nous remplaçons les tensions UAB, UBC par leur expression fonction des inconnus que sont les courants en considérant les lois des résistances, eh bien nous avons ici une convention récepteur dans cet élément, puisque la tension UAB et le courant I1 sont en sens opposé. De la même façon pour tous les dipôles, eh bien nous avons directement la tension UAB qui sera donnée par le produit R1I1, la tension UBC qui sera donnée par le produit R2I2, mais nous avions vu tout à l'heure que le courant I2 était égal à la différence entre les courants I1 et ID. Nous avons bien ici une équation d'émail qui ne fait intervenir que les inconnus que nous sommes fixés, plus une grandeur fixe extérieure à nos inconnus. Nous allons faire la même chose pour une deuxième maille. Nous allons considérer la maille ADCEA, telle que symbolisée ici sur le dessin. Et de la même façon, nous obtiendrons l'équation ici indiquée, où nous avons bien parcouru le dipôle R4, puis le dipôle R3 et la tension, le générateur de tension de force électromotrice E. Encore une fois, en remplaçant les tensions par leur valeur en fonction des courants, nous obtenons cette deuxième équation. Donc nous avons 3 inconnus, il nous faut 3 équations, donc il nous faut une troisième équation de maille. Nous pouvons prendre par exemple la maille constituée par la boucle A, B, D, et donc obtenir une nouvelle équation de maille, ici inscrite sur l'écran. Où, une fois de plus, nous avons remplacé les tensions par les inconnus qui ont été rappelés ici, le courant ID, le courant I1 et le courant I4. Nous avons maintenant donc, écrit 3 équations de maille, donc 3
3 équations indépendantes qui vont nous permettre de résoudre le système de manière unique. Si nous récapitulons tout cela pour faire la résolution finale, eh bien, nous obtenons un système de 3 équations à 3 inconnues, qui sont les suivantes, pour chaque maille qui a été considérée. Nous voyons bien ici, nous avons mis à gauche des signes égales les inconnus, I1, ID, I4, et à droite les grandeurs connues, qui est la source de tension du circuit. Ceci peut être écrit sous forme matricielle, sous la forme suivante: une matrice de résistance fois un vecteur de courant inconnu est égal à ce qu'on appellera un vecteur source, qui va contenir les sources connues. L'inversion de la matrice résistance nous permettra d'obtenir le courant I. Donc après résolution de ce système, donc inversion de cette matrice et multiplication de R-1 par le vecteur source, nous obtenons très facilement le courant inconnu ID, qui sera donné par la relation suivante, qui est un petit peu compliquée, mais avec la méthode que nous avons utilisée, a été très facile à obtenir. Nous passons maintenant, après la méthode des mailles et des nœuds, à 2 circuits très importants rencontrés dans les montages électroniques, que sont les circuits diviseurs de tension et diviseurs de courant. Le circuit diviseur de tension est constitué par la mise en série de résistance ou de tout autre dipôle. Ici, nous considérons le cas simple de résistance dans le cas de notre exposé, de résistance mise en série et alimentée par un générateur de force électromotrice petit e. Et bien évidemment, toutes ces résistances sont parcourues par le même courant grand I. Nous pouvons alors établir la relation suivante, à savoir que le courant grand I est donné par le rapport entre la tension délivrée par le générateur de tension et la somme des résistances. Nous avons donc le courant I qui sera égal à la valeur de tension délivrée par le générateur de tension divisée par la somme des valeurs des résistances. À partir de là, il est aisé de calculer la tension aux bornes de chacun des dipôles, ce qui constitue la formule du pont diviseur de tension, et qui va nous dire que la tension aux bornes d'un dipôle, ici noté petite n, R indice n allant de 1, 2 à 3, sera simplement donnée par la valeur de la résistance du dipôle fois le courant qui le traverse. Et comme le courant qui le traverse est le même pour tout le dipôle, nous avons ici la formule du pont diviseur de tension qui va directement relier la force électromotrice du générateur à la tension aux bornes du dipôle considéré, dipôle N ici considéré. Ici, la somme des RK variant dans notre cas de 1 à 3, et N prenant ses valeurs dans l'ensemble 1, 2 ou 3. Donc un deuxième circuit très important des montages électroniques est le circuit diviseur de courant. Ce circuit est constitué par la mise maintenant en parallèle des dipôles, contrairement au circuit générateur de tension où les dipôles étaient mis en série. Ici, les dipôles sont mis en parallèle. Et nous cherchons à déterminer le courant dans chacun ou dans un des dipôles, connaissant le courant total qui traverse ces dipôles. Ainsi, si nous regardons le schéma, nous avons indiqué ici un courant noté grand J qui alimente l'ensemble de ces dipôles, et chaque dipôle étant traversé par un courant différent. Si, évidemment, les dipôles sont différents. Effectivement, si les résistances ici prennent la même valeur, de manière évidente, le courant va se répartir de manière uniforme sur chacune des résistances. Ceci constitue une mise en parallèle de dipôles, donc ces dipôles sont soumis à la même différence de potentiel U, et donc par conséquent nous pouvons écrire la relation suivante qui nous dit que le courant total entrant sera donné par la somme de chacun des courants parcourant chacun des dipôles.
Et étant donné que la tension est commune à chacun des dipôles, nous obtiendrons chacun des courants par la division de la tension appliquée au dipôle par la valeur de la résistance de chacun des dipôles. Ainsi, nous obtiendrons que le courant total est relié à la tension aux bornes de chacun des dipôles par la somme de l'inverse des résistances. À partir de là, il est aisé de calculer le courant dans chacun des dipôles directement à partir de la somme totale des courants. C'est la formule du diviseur de courant. Ainsi, nous avons le courant circulant dans le dipôle dans la résistance N, N pouvant valoir 1, 2 ou 3, qui sera donné par la tension aux bornes des dipôles divisée par la résistance Rn considérée. Et étant donné le lien entre la tension U et le courant total alimentant ce circuit, nous pouvons écrire cette relation qui va relier le courant dans une résistance au courant total entrant dans le circuit composé des trois résistances ici. Voilà pour les deux montages, deux montages fondamentaux des circuits électriques qui sont le circuit diviseur de tension, diviseur de courant. Nous abordons maintenant une troisième partie qui concerne les théorèmes fondamentaux qui vont nous permettre d'analyser les circuits complexes. Premier théorème, excusez-moi, ces théorèmes sont basés sur une hypothèse très forte, à savoir de linéarité des dipôles. En effet, ces théorèmes ne s'appliquent qu'aux dipôles linéaires, linéaires au sens décrit dans une précédente leçon, à savoir qu'un dipôle est linéaire s'il est régi par des équations différentielles ordinaires à coefficients constants. Le premier théorème que nous allons présenter est le théorème de superposition, qui d'ailleurs est à la base de nombreux autres théorèmes. Alors ce théorème de superposition est assez long à énoncer. Nous allons l'énoncer tout de suite. Donc si nous considérons un réseau constitué de dipôles linéaires dans lequel se trouvent plusieurs sources indépendantes de tension ou de courant, donc nous avons un réseau constitué de plusieurs dipôles linéaires et de plusieurs sources indépendantes de tension et de courant, alors nous pourrons dire que le courant circulant dans une branche, ou de manière équivalente la différence de potentiel entre deux nœuds, est donnée par la somme algébrique des courants, ou différence de potentiel, produit par chaque source agissant séparément, toutes les autres sources étant supposées éteintes. Alors, ce théorème s'énonce d'une façon un petit peu compliquée. Nous allons voir tout de suite ça sur un exemple et nous allons clarifier très, très rapidement ce théorème. Donc pour cela, nous devons d'abord définir comment se comporte une source, qu'elle soit de tension ou de courant, lorsqu'elle est éteinte. Eh bien, une source de tension éteinte se comportera comme un fil de résistance nulle. A contrario, une source de courant éteinte se comportera comme un circuit ouvert ou encore une résistance infinie. Donc, éteindre un générateur de tension consiste à le remplacer par une résistance nulle. Éteindre un générateur de courant consiste à le remplacer par un circuit ouvert, c'est-à-dire un courant nul qui va le traverser. Nous allons appliquer cela tout de suite un exemple à l'aide du théorème de superposition. Alors, pour cela, l'objectif sera ici de déterminer le courant I3 circulant dans ce montage. Vous voyez que nous avons un montage constitué de trois résistances, R1, R2, R3, et des deux générateurs. Un générateur de tension, noté ici E, un générateur de courant, noté ici grand J. Ce montage est constitué de deux nœuds. Il nous suffira donc d'écrire une seule équation, puisque nous avons indiqué précédemment que le nombre d'équations indépendantes est égal au nombre de nœuds moins 1. Donc nous avons ici simplement une équation indépendante à écrire,
Et bien évidemment, nous prendrons comme inconnu le courant I3, puisque c'est ce courant-là que nous recherchons. Donc, comme il avait été énoncé, le théorème de superposition se décompose en plusieurs étapes. Ces étapes consistent à éteindre successivement chaque source, à calculer les courants résultants, puis ensuite à en faire la somme de ces courants, de manière à obtenir le courant total produit par toutes ces sources lorsqu'elles sont allumées. Donc, première étape, nous allons éteindre la source de courant. Donc, si nous revenons à notre montage, lorsque nous éteignons la source de courant, nous l'avons ici représenté en notant le cercle qui faisait partie de son symbole. Donc, comme nous l'avons indiqué précédemment, éteindre cette source de courant correspond à imposer dans cette branche un courant nul. À partir de là, il est très facile de calculer le courant I3, sachant que nous avons laissé le générateur de tension allumé. Eh bien, le courant I3, lorsque le courant J, ou lorsque la source de courant est éteinte, sera simplement donné par cette relation, puisque ici nous avons une maille extrêmement simple. De la même façon, nous allons éteindre le générateur de tension, donc nous allons le remplacer par un fil de résistance nulle, et nous allons maintenant allumer le générateur de courant, et ainsi de la même manière, nous pouvons écrire une relation très simple qui va relier le courant I3 au générateur de courant, au courant délivré par le générateur de courant. Cette relation est ici explicitée et elle peut être directement obtenue à l'aide d'ailleurs de la formule du pont diviseur de courant qui a été présentée précédemment, puisque nous avons la mise en parallèle de la résistance R1 en parallèle avec la mise en série des résistances R2 et R3. Nous sommes exactement dans le cas du circuit diviseur de courant. À partir de là, le théorème de superposition nous dit que le courant I3 circulant dans ce montage lorsque les deux sources sont allumées sont les courants qui ont été calculés précédemment lorsque chaque source a été éteinte. Ainsi, le calcul final sera donné par la somme des courants obtenus lorsque chaque source, la somme des courants obtenus lorsque chaque source était éteinte. Donc au total, le courant I3 est donné par cette expression en fonction des sources de tension et de courant. Donc vous voyez que ce terme de superposition est très puissant, puisqu'en fait vous pouvez avoir une multitude de sources. Il suffit de faire le calcul pour chaque source prise indépendamment, puis à la fin de faire la somme de tous les résultats intermédiaires obtenus. Un autre théorème fondamental de l'étude des circuits est le théorème de Thevenin. Ce théorème stipule la chose suivante. Si nous considérons un circuit linéaire, eh bien, quoi qu'il y ait dans ce circuit linéaire, pour peu qu'il soit linéaire, eh bien, vu des points A et B, ce circuit linéaire se comporte comme une source de Thevenin équivalente mise en série avec une résistance de Thevenin équivalente. Voyons tout de suite comment ce générateur de tension équivalent et résistance équivalent sont obtenus. Tout d'abord, la valeur du générateur de tension de Thevenin équivalent ETH sera obtenue par la mesure de la tension entre les bornes A et B du circuit linéaire lorsque le courant I égale 0. La résistance de Thevenin équivalente, elle sera obtenue par la mesure de la résistance entre les bornes A et B du circuit lorsque toutes les sources du circuit linéaire sont éteintes. En réalité, il suffira d'éteindre les sources du circuit linéaire et de ensuite mesurer le rapport entre la tension UAB aux bornes du circuit linéaire et le courant qui va rentrer dedans. Nous allons tout de suite appliquer ce théorème de Thevenin à l'exemple que nous avions utilisé précédemment dans le cadre du théorème de superposition.
Donc nous reprenons le même circuit. Nous rappelons que l'objectif était de déterminer la valeur du courant I3 circulant dans la résistance R3. Donc comment allons-nous procéder dans l'application de ce théorème de Thévenin? Eh bien, nous allons déjà délimiter le circuit linéaire que nous allons considérer. Et donc nous avons entre les bornes A et B une tension UAB. Et le courant débité par ce circuit linéaire ici sera le courant inconnu I3. Et nous allons chercher à remplacer ce circuit linéaire I3, ce circuit linéaire, par son équivalent de Norton. Donc dans une première étape, nous allons calculer la tension de Thévenin équivalente. Donc je le rappelle, cette tension de Thévenin équivalente est la tension vue des points A et B lorsque le courant débité par le circuit linéaire est nul. Donc si nous appliquons ce principe et que nous calculons la tension UAB à courant I3 nul, eh bien nous obtenons directement la tension de Thévenin qui sera donnée par E moins R1J, puisque la résistance ici n'intervient plus, puisque le courant étant nul, la chute de tension aux bornes de cette résistance R2 n'a plus lieu d'être. De la même façon, nous allons calculer la résistance de Thévenin équivalente à ce circuit linéaire. Pour cela, nous allons éteindre les sources. Donc nous allons éteindre la source de tension et la source de courant. Donc nous rappelons que la source de courant éteinte correspond à un circuit ouvert, donc il n'y a plus de courant qui circule dans cette branche. Et une source de tension éteinte correspond ici à un court-circuit, donc ici à une résistance nulle ou un fil à la place du générateur de tension. À partir de là, nous voyons qu'entre les points A et B, nous avons la mise en série des résistances R1 et R2. Par conséquent, la résistance de Thévenin sera donnée tout simplement par la somme des résistances R1 et R2. Si nous résumons ça sur notre circuit, nous obtenons maintenant un schéma équivalent de Thévenin où, comme nous pouvons le voir sur cette figure, nous pouvons remplacer le circuit linéaire que nous avons considéré par son schéma de Thévenin équivalent. Donc par la mise en série d'un générateur de tension idéal de force électromotrice ETH en série avec une résistance de Thévenin RTH. Il est évident que maintenant le calcul du courant I3 circulant dans la résistance R3 ne pose plus aucun problème et sera bien évidemment donné par le rapport entre ETH et la somme des résistances de Thévenin et R3. Remplaçant les valeurs de ETH et RTH en fonction des valeurs des éléments du circuit linéaire considérés initialement, eh bien nous obtenons le courant I3 de la même façon que nous l'avions obtenu avec le théorème de superposition. Bien entendu, nous sommes arrivés au même point que le théorème de superposition. En réalité, en pratique, nous utiliserons tel ou tel théorème suivant qu'il se prêtera plus ou moins bien à son utilisation. Un théorème dual du théorème de Thévenin est le théorème de Norton. Ce théorème est donc très proche de celui de Thévenin. Et que stipule ce théorème? Eh bien, il va nous dire que, vu de deux points A et B, de la même manière que pour le théorème de Thévenin, tout circuit linéaire se comporte comme une source de courant idéale mise en parallèle avec une résistance de Norton Rn. Où tout à l'heure nous avions un générateur de tension mis en série avec une résistance, nous avons ici un générateur de courant mis en parallèle avec une résistance. De la même manière que pour le schéma de Thévenin, le générateur de Norton équivalent se calcule de manière très aisée. D'une part, le courant du générateur de Norton est donné par le courant de court-circuit, à savoir le courant délivré par le circuit linéaire lorsque l'on va mettre en court-circuit les bornes A et B, c'est-à-dire lorsque la tension UAB
sera nul. Et de la même façon que pour le schéma de Thevenin, la résistance de Norton sera déterminée lorsque nous éteignerons toutes les sources de ce circuit linéaire et que nous mesurerons la résistance de ce circuit entre les bornes A et B. Nous obtiendrons bien évidemment la même valeur pour la résistance de Norton que pour la résistance de Thevenin vue précédemment. Nous allons l'appliquer bien entendu tout de suite au montage que nous avons considéré précédemment. Et les résultats sont les suivants. Donc nous mettons en court-circuit dans un premier temps les bornes A et B, de manière à obtenir la tension UAB égale 0, de manière à pouvoir déterminer la valeur du générateur de courant de Norton équivalent. Et bien entendu, nous obtenons directement ce courant ici par cette relation, directement obtenue par une loi des mailles ou une loi des nœuds. De la même façon, pour la résistance, nous allons éteindre les sources, comme nous avions fait précédemment pour le schéma de Thevenin, et à nouveau, nous obtiendrons que la résistance de Norton équivalente est donnée par la somme des résistances R1 et R2 du montage. Nous pouvons résumer tout cela par le schéma de Norton équivalent, à savoir que nous pouvons maintenant remplacer notre circuit linéaire, ici encadré par les traits pointillés, par le circuit générateur de Norton équivalent. Et à nouveau, le courant I3, qui était notre inconnu et dont nous voulions connaître la valeur au départ, s'obtient extrêmement facilement. Donc par la relation que nous pouvons voir maintenant sur l'écran, la relation suivante. Une fois de plus, bien évidemment, nous obtenons le même résultat. Nous voyons bien que ces méthodes sont équivalentes. Nous pourrons, donc comme je disais précédemment, adapter telle ou telle méthode en fonction du montage réel auquel nous serons confrontés. Il ne faudra pas hésiter, en fonction du montage, à choisir telle ou telle méthode. Nous passons maintenant à un nouveau théorème, qui est le théorème de Millman, qui est un théorème qui permet d'effectuer très peu de calculs lorsque nous avons des branches mises en parallèle qui comportent des résistances ou des dipôles de manière générale en série avec des générateurs. Ainsi, si nous considérons un montage tel que celui montré sur l'écran, nous voyons que nous avons une mise en parallèle de branches comportant des générateurs et des dipôles. Et le théorème de Millman va nous permettre de calculer directement la tension aux bornes de ces branches en parallèle de manière très très aisée. Bien évidemment, de manière générale, chaque branche comporte un générateur, une résistance ou un dipôle, mais dans certains cas pratiques, certaines branches pourront ne pas avoir effectivement de générateur, auquel cas seule la valeur de la résistance sera conservée et la valeur du générateur de tension sera mise à 0. Eh bien, le théorème de Millman, nous ne le démontrerons pas, nous donnerons simplement ici le résultat. Il nous dit que la tension aux bornes de ces branches mises en parallèle est obtenue comme le rapport entre la somme des rapports entre les forces électromotrices par branche divisées par la résistance de branche sur la somme de l'inverse des résistances par branche. Où K varie de 1 à n, où n est le nombre total de branches du circuit considéré. Un autre théorème qui nous permet de faciliter les calculs est le théorème de Kennelly. Ce théorème s'applique à des circuits particuliers qui sont les circuits dits delta ou pi. Donc nous voyons sur le schéma ici un exemple de circuit delta où en fait nous avons 3 points de connexion et entre chaque point de connexion se trouve une résistance. Ce dessin peut être dessiné de manière légèrement différente, on dirait alors un schéma en pi. Vous voyez bien qu'ici, la différence entre ces deux dessins n'est que du dessin et qu'ils ont exactement les mêmes propriétés.
Et l'objet du théorème de Kennelly est de pouvoir passer d'une représentation de type delta ou pi à une représentation de type étoile ou y, ou encore dit t, où maintenant où trois dipôles ont un point commun. Et le théorème de Kennelly consiste à donner des formules de passage entre les valeurs prises par les dipôles dans un type de configuration ou l'autre. Configuration delta d'un côté, configuration en y de l'autre. Ainsi, les formules de Kennelly sont les suivantes. La résistance d'un schéma en delta ou pi sera donnée en fonction des résistances d'un schéma en y par la formule suivante. Ainsi, si nous connaissons un schéma en y, nous pouvons le transformer en schéma en delta et les valeurs des résistances prennent ces valeurs-là en fonction des valeurs dans le schéma y. Bien entendu, pour chacune des résistances, la formule sera légèrement différente. Vice-versa, nous pouvons passer d'un schéma de type y, plutôt d'un schéma de type delta à un schéma de type y de manière très aisée, à l'aide de la formule duale de Kennelly, qui va nous donner effectivement la valeur, par exemple ici, de la résistance Ra, en fonction des différentes valeurs prises par les résistances du schéma en delta. Nous allons voir tout de suite une application directe de ce théorème de Kennelly, nous allons l'appliquer au pont de Wheatstone que nous avions vu au début de cette leçon. Et effectivement, si nous considérons le pont de Wheatstone ici représenté, que nous avions vu donc précédemment, nous reconnaissons ici, par exemple, entre les points A, B et D, un montage en delta de 3 résistances. Nous pouvons bien entendu le remplacer par un schéma en étoile qui pourra bien entendu nous faciliter le calcul des différents courants. Les valeurs des résistances A, B et D étant données par les formules de Kennelly à partir des résistances initiales du schéma en delta. Voilà, ainsi nous avons présenté le théorème de Kennelly. Un dernier théorème que nous allons aborder au cours de cette leçon est le théorème du transfert maximum de puissance qui nous indique quelles sont les conditions pour qu'un circuit linéaire transfère le maximum de puissance à la charge à laquelle il est connecté. Ainsi, si nous prenons ici un schéma général où nous avons un circuit qui alimente une charge, pour quelle valeur de cette charge aurons-nous un transfert de puissance maximum de ce circuit linéaire vers cette charge? Eh bien, dans un premier temps, nous pouvons remplacer le circuit linéaire par son équivalent de Thévenin, et un calcul simple nous montre que le transfert maximum de puissance aura lieu si et seulement si la résistance de charge est égale à la résistance de Thévenin équivalente pour le circuit linéaire. Voilà, nous avons présenté un certain nombre de théorèmes et de méthodes au cours de cette leçon que nous devons utiliser pour résoudre de manière efficace les circuits linéaires. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir.